Dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer une activité sportive sur ta montre Garmin Tactix ou ta montre Garmin Fenix. Tout d'abord, pour démarrer une activité, tu dois te rendre sur le bouton Start Stop, ici à partir de ton écran d'accueil, et puis tu peux sélectionner le sport que tu souhaites faire. Des sports, tu vas en avoir qui vont être suggérés par défaut. Et si tu descends complètement en bas, tu peux aller sur le plus et sélectionner le sport de ton choix. Si jamais tu ne trouves pas le sport de ton choix, malgré cette fameuse liste interminable, tu peux sélectionner Autre pour paramétrer le sport de ton choix. Pour l'exemple, ici, on va y aller en mode randonnée. Donc, ici, on a une page que j'ai déjà paramétrée, mais comme tu vois, avant de débuter une activité, on peut appuyer sur la flèche du haut pour faire apparaître les options. Ces options-là, on va y revenir un peu plus tard. Ce que je souhaite te montrer, qui est vraiment génial avec une montre Garmin, c'est qu'à tout moment, quand tu appuies et maintiens le bouton menu alors que tu es dans l'activité, ça va t'amener vers des paramètres que tu peux ajuster même pendant que ton activité est démarrée. Tu as accès à ça en tout temps. Donc, on va se rendre dans les paramètres de randonnée et on va modifier les écrans de données. C'est la première chose que je souhaite qu'on voit parce que ça va te montrer toutes les opportunités que cette montre-là peut t'offrir. Et ensuite, on va voir beaucoup d'autres options, mais cette partie-là va être très très longue parce que des options, il y en a beaucoup, mais je vais t'expliquer ce que font chacune d'entre elles. Si on vient sur les écrans de données, ça va nous laisser naviguer entre les pages que j'ai sélectionnées, moi, pour mon activité. Donc, par exemple, si je me suis fait une page sur laquelle je vois l'heure, la distance que j'ai parcourue, mon altitude, le chronomètre, le nombre de mètres que j'ai monté et descendu, et bon, plein d'autres informations, et on peut changer de page, où est-ce que je me suis fait une page, où est-ce que j'ai des données plus grandes, mais moins par page, mais plus grande. J'ai l'heure, j'ai le compas, j'ai la carte et j'ai un graphique d'altitude. Donc ça ici, ça va dessiner un graphique tout au long de l'activité pour montrer comment j'ai monté et descendu durant l'activité. Et on peut aussi ajouter une nouvelle page. Donc si c'est comme ça qu'on va voir toutes les données. Il y a plusieurs types de pages. On va commencer par la page de données personnalisées. Donc, quand on la sélectionne, celle-là, on a le choix du type de page qu'on veut voir. Donc, est-ce qu'on veut une page avec une donnée, deux données, trois données sans ligne ni information? Si tu regardes ici, là, ça nous dit le champ 1, 2, 3 qui va se nommer une fois qu'on va avoir établi qu'est-ce qu'on veut voir. Par contre, sur cette page-là, ça va seulement montrer les chiffres. Donc, 3 données placées différemment, 4 données placées différemment encore. Et voilà, on peut vraiment choisir comment on veut avoir cet affichage-là. Pour l'exemple, je vais y aller avec une page comme ça, parce qu'on a des belles grosses informations. Et la première fois que tu vas choisir ce que tu vas avoir comme information, tu vas tomber sur une page comme ça. Tu vois ici en haut, on a choisi une page avec 3 données. Eh bien, c'est exactement ça qu'on voit. Et celle qui est sélectionnée en haut, celle qui est colorée, eh bien, c'est elle que je suis en train d'éditer. Donc là, je vais choisir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux un champ de chronomètre, de distance, d'allure? On va passer ça vite, parce que j'aime pas ça l'éditer de cette façon-là. Alors, je vais simplement mettre des chronomètres partout. Tu vois, je tombe sur le champ numéro 2. Je vais lui remettre un chronomètre. Et le champ numéro 3, je vais lui remettre un chronomètre. La raison pour laquelle ah oui, à la fin, ça va nous dire à quel endroit est-ce que je veux le placer sur toutes les pages que j'ai. Si tu viens au début, ça c'était ma page avec 9 informations, j'avais une information plus grosse, alors je la place vraiment où est-ce que je veux, mais là je vais la mettre à la toute fin parce que je vais la supprimer une fois qu'on va avoir terminé de faire la vidéo. Donc, je vois, toi les pages, c'est ceux-là que je te disais. Bref, c'est ceux-là. Donc, je vais éditer les données. Et la raison pour laquelle je veux le faire ici, c'est que tu vois, je vais aller dans Champ de données. Et là, je vais pouvoir modifier. Tu vois, elle clignote, je peux modifier celle-là. Et la raison pour laquelle je voulais le faire comme ça, c'est que tu vois, on voit bien qu'est-ce qu'on change. Donc, on va commencer avec les premières options. Champ de chronomètre. Donc, tout est classé par champ. Donc, tu vois, si on rentre dans chronomètre, champ de chrono, on va avoir toutes les options de chronomètre.
Donc, on peut avoir un chronomètre simple. Un chronomètre, c'est quoi? On appuie sur Start, le temps commence à compter, on appuie sur Stop, le temps arrête de compter. Ça, c'est le chronomètre. Donc, ça va t'indiquer le temps qui s'est écoulé depuis le début de ton activité, dans le fond. Ensuite, on va avoir le temps de circuit. Un circuit, c'est un lap. Donc, quand tu fais un tour, si tu tournes en rond sur un circuit que tu vas faire plusieurs fois, ben ça va réinitialiser le temps à toutes les fois que tu vas appuyer sur le bouton lap. Le temps du dernier circuit, ça va t'afficher le temps que tu as fait de ton dernier circuit. Donc, si par exemple, tu cours sur un petit circuit d'1 minute et que tu ne regardes pas vraiment ton temps pendant que tu cours, et que quand tu finis ton circuit, tu appuies sur le bouton lap, et là, ça va t'afficher le temps de ton dernier tour. La durée moyenne du circuit, donc si tu as fait 10 circuits, ben, ça va te donner la durée moyenne de chacun de tes circuits. Le temps écoulé, tu vois, c'est intéressant. C'est quoi la différence entre le temps écoulé et le chronomètre? Eh bien, c'est que le temps écoulé, contrairement au chronomètre, ne s'arrêtera pas de compter si jamais tu mets l'activité en pause. Donc, si par exemple, tu es en train de faire une grosse journée à vélo et tu t'arrêtes à quelque part, tu rentres dans une épicerie, un dépanneur, quelque chose pour aller te chercher quelque chose à manger, tu mets ton activité en pause, tu appuies sur le bouton ici, bien, le chronomètre, lui, arrêterait de compter, mais le temps écoulé, lui, continuerait à compter. Le temps en multisport, donc si tu es sur une activité multisport, ça va t'indiquer le temps depuis la toute première activité, alors que le temps écoulé et le chronomètre va t'indiquer le temps pour l'activité en cours seulement. Le temps de déplacement, lui, va t'indiquer le temps que tu t'es déplacé. Donc, si tu es en train de courir en ville et que tu arrêtes à une lumière parce que tu n'as pas le choix, elle est rouge, eh bien, le temps de déplacement, lui, va arrêter de compter automatiquement dès que tu arrêtes de bouger. Le temps d'arrêt, lui, va commencer à compter lorsque tu vas arriver à la fameuse lumière rouge. Globalement, en avance et en retard, ça c'est intéressant, mais on va le revoir un peu plus tard. C'est que si tu t'es mis un objectif de temps et de distance, eh bien, ça va te dire si tu es en avance ou en retard sur le temps et la distance que tu t'étais fixé. Mais on va le revoir avec une autre option plus tard, vraiment très intéressante. Ensuite, on a le champ de distance, donc la distance que tu as parcourue en kilomètres ou en milles selon la donnée, selon le format que tu as choisi. La distance du circuit, encore là si tu travailles avec les laps. La distance du dernier circuit, même principe qu'avec le temps tantôt, et la distance nautique qui, je crois, est en milles nautiques. Mais c'est une fonction que je n'ai jamais utilisée. Ensuite de ça, tu vois, je rentre dans un champ, je me déplace, je choisis ce que je veux. Si je veux sélectionner, disons, la distance du dernier circuit, je le sélectionne et voilà, c'est sélectionné. On peut revenir en arrière, comme ça, pour le fixer, si on ne veut pas le rechanger, mais là, on veut le changer. Donc, champ de distance, champ d'allure. L'allure, en fait, c'est le temps que ça te prend pour effectuer un kilomètre, alors que la vitesse, c'est le nombre de kilomètres que tu fais à l'heure. Donc, par exemple, ça, c'est souvent utilisé quand on court. Quand on court, on va dire, par exemple, que je cours à 5 minutes du kilomètre plutôt qu'à 12 km/h. Donc, là, ça, c'est l'allure. L'allure moyenne, l'allure du circuit, l'allure du dernier circuit. C'est exactement le même principe que la vitesse, mais cette fois-ci, c'est exprimé en allure. Le champ de vitesse. Donc, on ne l'avait pas vu encore finalement. Donc, la vitesse moyenne, la vitesse du circuit, la vitesse du dernier circuit, la vitesse maximale, donc la vitesse à laquelle tu vas avoir été le plus vite depuis le début de l'activité. La vitesse nautique, donc probablement encore en milles nautiques. La vitesse moyenne de déplacement, ça peut être intéressant. Tu as le choix entre la vitesse moyenne de déplacement ou la vitesse moyenne globale. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux voir à quelle vitesse tu te déplaces en déplacement seulement, c'est l'option que tu vas prendre ici. Mais par exemple, ça, c'est une option que j'utilise souvent quand je fais des grandes aventures, la vitesse moyenne globale. Si, je sais pas, je me dis que j'ai
100 km à faire dans ma journée et qu'il me reste 10 km avant le lever du soleil, je sais que je dois garder une vitesse moyenne globale de 10 km/h. Donc, si j'ai une vitesse moyenne, par exemple, de 13 km/h, ben, je sais que je peux m'arrêter un peu, respirer, manger, prendre le temps de me reposer un peu, mais si je retombe en bas de 10 km/h de moyenne, ben là, je sais que je dois ressauter sur mon vélo et m'y mettre. La vitesse verticale, c'est la vitesse à laquelle tu montes. Donc, si tu es en train de monter une côte, ben, ça pourrait te dire, par exemple, que tu montes à une vitesse de 12 mètres par minute. Donc, plutôt que de t'indiquer ta vitesse à l'horizontale, ça va te dire combien de mètres tu gravis à la minute. Ensuite, prochain champ, on a le champ de fréquence cardiaque. Donc, ta fréquence cardiaque, à combien de battements par minute ton cœur bat. On a la jauge de fréquence cardiaque. Et là, tu vois, c'est pour ça que je voulais te le montrer avec cette option-là ici. Ça nous permet de voir en temps réel qu'est-ce qu'on a. Disons que je mets, là, ça va sûrement être dans le minimum. Si je mets mes doigts en arrière, on va peut-être être capable d'avoir une fréquence cardiaque. Mais ça va t'indiquer dans quel champ est-ce que tu te trouves. Donc le 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 1, ça va être tes pulsations cardiaques au minimum, au repos. Et dès que tu vas tomber à 2, ça veut dire que tu t'actives un peu. À 3, c'est que tu tombes dans une fréquence cardiaque moyenne, élevée et très élevée. Donc là, tu vois, en ce moment, je suis à 75. Donc, on ne bouge même pas de la première. Je suis pas très actif en ce moment. Et là, tu vois, comme on est sur un écran qui est assez gros, on est capable d'avoir ces données-là avec les 5 barres. Mais si jamais tu es sur un écran qui est plus petit, comme je te montrais tantôt, j'avais 9 données sur la même page, ben là, c'est la couleur du cœur qui t'indiquerait tu es dans quelle jauge. Donc, si tu verrais que tu es en rouge, ben, tu saurais que tu es dans la 5e. La fréquence cardiaque moyenne, donc tes pulsations cardiaques en moyenne depuis le début de l'activité. La zone de fréquence cardiaque, donc tu vois tantôt on parlait des 5 zones, et bien là en ce moment je suis même pas dans la première, je suis à 0.6. Donc plutôt que de te l'exprimer en pulsation cardiaque, ça va t'exprimer dans quelle zone est-ce que tu te trouves. Tantôt, je parlais de la jauge, mais en fait, c'est la zone dans laquelle tu te trouves, qui est toujours illustrée en 5 zones. Le training effect aérobique et le training effect anaérobique, c'est des fonctions que j'utilise pas du tout. Alors, je suis pas la meilleure personne pour te dire exactement à quoi ça sert, mais si on lit la description de chacune de ces données-là, ici, on parle de l'impact de l'activité actuelle sur le niveau aérobique. Et ici, on parle de l'impact de l'activité actuelle sur le niveau anaérobique. Mais vraiment, je ne suis pas la meilleure personne pour t'expliquer ça, alors va lire là-dessus si tu veux en savoir plus. Là, ici, on a la même chose, mais avec les deux affichés en même temps. La fréquence cardiaque en pourcentage maximal et la réserve de fréquence cardiaque en pourcentage. Ça, on va y aller avec un dessin pour l'expliquer. Alors, fréquence cardiaque, pourcentage maximal. Alors, disons que à ton âge, la fréquence cardiaque maximale à laquelle ton cœur devrait aller, c'est 200. Eh bien, ce que la fréquence cardiaque maximale va t'indiquer, c'est que tu pompes, disons, à 180 battements par minute sur 200. Ça va vouloir dire que tu es à 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Par contre, si on y va maintenant sur la réserve de fréquence cardiaque, elle, ce qu'elle va calculer, c'est que disons que ta fréquence cardiaque minimale au repos est à 50. Donc, la réserve va calculer la différence entre le minimum et le maximum. Donc, il y a un écart de 150 entre 50 et 200. Donc, toujours là, si tu pompes à 180, c'est que tu pompes à 130 de plus que ton minimum.
Donc, tu es à 130 sur 150. 150 qui est l'écart entre 50 et 200. Donc, en fait, à 130, tu n'es pas à 90% de ta capacité maximale, tu es plus à 80%. Enfin, voilà pour la réserve de fréquence cardiaque versus la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque moyenne, en fait, là, on va tomber avec les mêmes choses, mais en moyenne, et ensuite, on va tomber avec les mêmes informations par circuit. Et ensuite, le temps dans la zone. Tantôt, on parlait des zones ici. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, ici, ça va t'indiquer combien de temps est-ce que tu as passé dans la zone que tu vas sélectionner. Donc, celui-là, c'est quand tu le sélectionnes, plutôt que de te le sélectionner tout de suite, ça va te dire quelle zone est-ce que tu veux activer. Donc, si par exemple, tu dis dans ta sortie, tu veux faire 20 minutes de zone 4, tu actives cette section-là et tu vas pouvoir voir t'es rendu à combien de temps dans cette fameuse zone-là. Champ suivant, les champs de cadence. Les champs de cadence, ça va être plus combien de pas est-ce que tu as fait par minute, ou à vélo, combien de rotations est-ce que tu as fait par minute, combien tu fais. Donc ta cadence actuelle, ta cadence moyenne, la cadence du circuit, la cadence du dernier circuit, la jauge de cadence, où est-ce que tu te trouves dans ta vitesse, et voilà, on a fait le tour. Ensuite, les champs liés à la température, donc ça va t'indiquer la température actuelle. En ce moment, je suis en dessous des projecteurs, la montre est dans mes mains, alors ça trompe un peu les données. Il fait pas aussi chaud que ça dans mon studio, mais oui, ça commence à être chaud. La température maximale des 24 dernières heures et la température minimale des 24 dernières heures. Champ de données d'altitude. Ça, c'est des champs très intéressants. Donc, l'ascension moyenne, c'est en moyenne combien de mètres est-ce que tu gravis par minute depuis le début de l'activité. La descente moyenne, c'est exactement le contraire. En fait, c'est la même chose, mais pour la descente plutôt que la montée. L'ascension maximale, c'est la vitesse maximale à laquelle tu vas avoir monté. Donc, si tu piques un sprint rendu dans une grosse côte et que tu réussis à monter à 20 mètres par minute, eh bien là, ça va t'afficher 20 jusqu'à temps que tu réussisses à monter encore plus vite que ça. La descente maximale, c'est exactement la même chose, mais pour la descente. L'altitude, c'est l'altitude à laquelle tu te trouves en ce moment. L'ascension totale, là, on va retourner faire un dessin. Donc, si par exemple, tu pars dans une montagne à 100 mètres d'altitude et que tu montes jusqu'à 200 et que tu redescends à 150 et que tu remontes jusqu'à 300, eh bien là, ton ascension totale, ça va être 100 mètres ici. Ensuite, tu descends de 50 mètres, là, ça ne compte pas. Tu as quand même gravi 100 mètres. Et ensuite, tu vas regravir 150 mètres. Alors, ton ascension totale, ça va être 100 plus 150. Donc, tu vas avoir gravi 250 mètres. Donc, ça, c'est ton ascension totale. Ensuite, on a la descente totale. Dans ce cas-ci, eh bien là, on a seulement descendu 50 mètres pour le moment. Donc, une fois que tu es rendu à ton 300 mètres ici, ben, tu aurais descendu seulement 50 mètres. Ensuite de ça, l'ascension du circuit. Donc là, si tu joues avec les circuits ou que tu fais des circuits automatiques à tous les kilomètres, eh bien, ça réinitialiserait les données. C'est exactement les mêmes choses, les mêmes données qu'on vient de voir, mais réinitialisées pour un circuit. L'altitude minimale, dans ce cas-ci, ça va être le point le plus bas où est-ce qu'on a été, donc 100 mètres. Et le prochain point qu'on va voir, ça va être l'altitude maximale. Donc, rendu à ce point-là, ça serait 300. Par contre, si on démarre l'activité, eh bien là, on part à 100, on monte à 200, et lorsqu'on est rendu ici à 150, l'altitude maximale qu'on va avoir atteint, ça va être 200, jusqu'à temps qu'on réatteigne 200, 201, 203, jusqu'à temps qu'on monte à 300. Donc là, on verrait ces données-là monter jusqu'à ce qu'on arrive à notre altitude maximale.
Ensuite de ça, on va avoir l'altitude GPS. L'altitude de ta montre va être calibrée par le GPS et par le baromètre, mais si ton baromètre joue des tours parce que, je ne sais pas, la pression atmosphérique joue énormément en ce moment, eh bien, tu pourrais aller voir l'altitude GPS pour ne pas être trompé par l'altitude du baromètre, mais l'altitude GPS est beaucoup moins précise que l'altitude barométrique, alors je ne te la recommande pas. La jauge d'ascension et de descente, ce qui va te montrer combien de mètres est-ce que tu as gravi et combien de mètres tu as descendu sur la même page. Le taux plané. Qu'est-ce que c'est que le taux plané? Sur un taux plané, tu pourrais voir un truc comme 10 pour 1. Ce qui voudrait dire que tu parcourrais 10 km pour en gravir 1 km. 1 km. Donc si tu es sur ce fameux chemin-là ici et que tu parcours 10 km horizontal pour monter 1 km vertical, ça va t'afficher 10 pour 1. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la pente, donc le degré d'inclinaison dans la pente dans laquelle tu te trouves. L'ascension moyenne, on vient de retourner complètement en haut, on l'a vu tantôt, c'est le nombre de mètres par minute moyen que tu montes depuis le début de l'activité. Ensuite de ça, on tombe dans le champ de compas. Donc le cap, on va y revenir un petit peu plus tard. On a le cap GPS. Le cap GPS, qu'est-ce qu'il fait lui? On va reculer ça un petit peu. Le cap GPS, il va t'indiquer que le nord est par là. Et ta montre... Non, c'est pas vrai. On va afficher le cap compas avant, ça va être plus simple. Le cap compas indique dans quelle direction je pointe. Donc, le nord est à 0 degré. Donc, le nord est par là. Donc, en ce moment, je pointe vers le nord. Et en ce moment, je pointe vers le nord-ouest. Le cap GPS va, comme tu vois en ce moment, il n'indique pas de données parce que non seulement je suis à l'intérieur, mais je suis stationnaire. Le cap GPS ne pourra pas t'indiquer dans quelle direction tu t'en vas, à moins que tu bouges. Eh bien, le cap GPS, disons que le nord est là et l'est est là, eh bien, même si je pointe la montre vers le nord, si je me déplace physiquement vers l'est, le cap GPS va m'indiquer que je me déplace vers l'est, alors que le cap compas, lui, va vraiment m'indiquer que, par exemple, là, je me dirigerais vers le nord, même si, là, en ce moment, c'est pas vrai parce que je suis dans un vrai environnement. Tu peux aussi l'avoir par la jauge de compas. Tu vois, là, on va avoir les degrés, ainsi que, tu vois, l'ouest, le nord, et voilà. Si on vient au cap, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un peu un mode automatique. Donc, si on est stationnaire, il va indiquer le cap compas, et quand on est en mouvement, il va indiquer le cap GPS. Alors, je te recommande très fortement le cap. Ensuite, on a les champs de navigation dans lesquels on va retrouver la distance restante. Dans les champs de navigation, souvent, tu as besoin d'avoir une navigation qui est démarrée. Donc, ça veut dire que tu as déterminé un point auquel tu es parti et tu as un objectif. Donc, la distance restante, ça va être la distance qui te reste à parcourir pour atteindre ton objectif. Donc, si on y va d'un exemple, si ton point de départ est ici et que tu as un trajet, disons, qui t'amène là, donc ton point final est ici, et que ce trajet fait 10 km, eh bien, quand tu es ici, il te reste 10 km, et quand tu en as fait la moitié, par exemple, il te reste 5 km à parcourir. C'est l'information que ta montre va t'afficher. Mais on a aussi la distance totale
estimé, ça veut dire que si par exemple, quand tu arrives à ton point ici, ben, tu vois, il y a un petit sentier super intéressant que tu as le goût d'aller faire qui sort de là et qui s'en va faire une belle boucle ici qui revient là et que cette fameuse boucle-là fait 2 km. Bien, lorsque tu étais à ton point de départ, ici, la distance totale estimée aurait été de 10 km, mais une fois que tu as terminé ta boucle, bien la distance totale estimée va maintenant être rendue à plus 2 km. Donc, finalement, tu vas être rendu à 12 km de distance totale estimée. Ensuite, notre donnée suivante, c'est la vitesse corrigée. Ça, c'est la vitesse à laquelle tu te rapproches de ton objectif. Donc, plutôt que de dire la vitesse à laquelle tu vas, ça va te dire à quelle vitesse est-ce que tu t'approches de ton objectif. La vitesse verticale vers la cible, ça va te dire à quelle vitesse verticale tu vas vers ta cible, donc à quelle vitesse tu montes vers ta cible. Le relèvement. Le relèvement, qu'est-ce que c'est? C'est la direction que tu dois prendre pour te rendre à ton objectif. Donc, si par exemple, tu te trouves ici, eh bien, ça va te dire que tu dois t'en aller par là pour atteindre ton objectif en ligne droite. Et maintenant, le parcours, eh bien, ça c'est la distance. En fait, c'est pas la distance, c'est la direction que tu dois aller à partir de ton point de départ vers ton objectif. Donc, le relèvement, c'est par rapport à où est-ce que tu te trouves et le parcours, c'est par rapport à où est-ce que tu es parti. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme données? On a le hors parcours. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, disons que tu es en train de parcourir ton chemin et tu t'en vas un petit peu plus loin et tu te déplaces ici. Eh bien là, le hors parcours, il va te dire que tu dois t'en aller par là, sur par exemple 200 mètres, pour retourner sur ton parcours et suivre le parcours que tu t'étais fixé. Ensuite de ça, on va avoir comme donnée le dénivelé jusqu'à la destination. Bien, ça, c'est le nombre de mètres qui va te rester à gravir ou à descendre jusqu'à ta destination. Le taux plané à destination, tu te souviens un peu plus tôt, on avait vu ça ici. Ça te donnait ton taux plané par rapport à ce que tu fais en ce moment. Eh bien, là, ça te dirait le taux plané vers ta destination. Donc, si par exemple, tu es ici et que ta destination est là, bien, ça te dirait que tu as du 10 pour 1 à faire. Ça ne voudrait pas dire qu'il te reste 10 km à faire à l'horizontale et 1 km à la verticale. Ça te dirait qu'en moyenne, c'est du 10 pour 1. Ensuite de ça, on va retrouver la position. Donc, ça, c'est ta géolocalisation. Et on a le point de destination, donc la géolocalisation de l'endroit où est-ce que tu t'en vas. Et on a la longitude, latitude. Oh, mais qu'est-ce que la différence entre la longitude, latitude et la position? Eh bien, la position, c'est que si jamais tu utilises un format de position autre que le standard WGS 84, c'est ce qui va être indiqué ici, et alors qu'à la longitude, latitude, ça va toujours être le WGS 84. Ensuite de ça, on retrouve le ETA et le ETE. Si par exemple, tu te trouves ici, et que tu veux t'en aller là, et qu'il est présentement 10 heures. Le ETE va t'indiquer qu'il te reste 1 heure de trajet à faire à la vitesse que tu vas en ce moment. Donc, dans 1 heure, tu vas être arrivé à destination. Alors que le ETA, qui est l'heure estimée d'arrivée, lui va te dire que tu vas arriver à 11 heures. Donc ça, c'est l'heure actuelle, 10 heures. ETE, c'est le temps qu'il te reste
pour faire ton parcours. Et ETA, c'est l'heure à laquelle tu vas arriver. Donc, s'il est 10 heures et qu'il te reste 1 heure de trajet à faire, tu vas arriver à 11 heures. Ensuite de ça, on a le waypoint de destination. Ça va t'indiquer le dernier point qu'il y a sur ton trajet. Ça va t'indiquer quel est le prochain waypoint. La distance à parcourir jusqu'au prochain point. L'heure estimée d'arrivée au prochain point. Le temps à parcourir jusqu'au prochain point, donc le ETE. Et la distance restante, on a recommencé, on est retourné au début. Les waypoints, là, ce que c'est que si on reprend notre trajet ici, eh bien, quand tu crées, disons que tu as créé un trajet avec l'application Garmin Connect, eh bien, elle va aller te positionner des points à des endroits stratégiques. Donc, ici, il va falloir que tu tournes, elle va te mettre un waypoint. Ici, il va falloir que tu tournes, elle va te mettre un waypoint. Donc, elle va t'indiquer chacun de ces points-là, à quelle distance que tu es de chacun de ces points-là. Et bien sûr, tu as aussi le waypoint final. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va sortir de les champs de navigation et on va aller dans les champs d'oxygène musculaire. Donc là, on peut retrouver la saturation d'O2 musculaire, l'hémoglobine totale et c'est tout. Là, il faut que tu aies une montre qui est capable de faire cette lecture-là, bien sûr. Dans autres champs, on va retrouver le nombre de calories brûlées, le pourcentage de batterie restant, les heures de batterie restantes, la force du signal GPS, le nombre de circuits que tu as fait depuis le début, l'heure du prochain lever de soleil et l'heure du prochain coucher de soleil, l'heure actuelle, la pression ambiante et la pression barométrique. La pression ambiante, c'est la pression qui va avoir été recalibrée au travers de ta montre et la pression barométrique, c'est ce que le capteur barométrique de la montre ressent en ce moment. Le nombre de pas que tu as fait durant ton activité. La charge, c'est une donnée que je n'utilise pas du tout, donc encore là, je ne suis pas la meilleure personne pour t'expliquer ce que c'est, mais si je lis sa définition, la charge d'entraînement pour l'activité en cours, la charge d'entraînement correspond à l'excès de consommation d'oxygène post-exercise, donc le EPOC, qui indique la difficulté de votre entraînement. Bref, si je ne me trompe pas, ça va jusqu'à 5, et plus le chiffre est haut, plus l'activité était difficile pour toi. Mais je te conseille d'aller lire sur EPOC si tu veux en savoir plus là-dessus. La fréquence respiratoire, donc le nombre de respirations que tu fais par minute. Et on retourne au champ de calories, qui était le premier champ. Et enfin, on a le dernier champ, qui est les graphiques. C'est des données qu'on va avoir vues depuis le début. Donc, ta jauge de cadence, la jauge de fréquence cardiaque, training effect, le compas. Donc, c'est des données qui sont plaisantes à regarder sur un beau graphique. Tous les graphiques sont regroupés dans le champ de graphiques à la toute fin. Donc, voilà pour les champs de données. Maintenant, on a d'autres choses qu'on peut faire afficher. Si je fais, tu vois cette page-là ici, je vais la supprimer, retirer. Oui, je ne veux plus la voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme page? On a encore la jauge de fréquence cardiaque et on a le Virtual Partner. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est une page à laquelle on peut définir une vitesse à laquelle on veut maintenir. Donc, disons que je veux aller à une moyenne de 8 km/h. Eh bien, là, je dois placer mon Virtual Partner. Et quand je suis ici, eh bien, si je veux maintenir, tu sais, tantôt je disais que si j'avais une grosse journée à faire, je voulais aller à une vitesse moyenne de 10 km/h, eh bien, celle-là me l'illustrerait. Donc, tu vois, la flèche verte, c'est moi, et la flèche grise, c'est mon fantôme. Mon fantôme va toujours aller à une vitesse moyenne de 8 km/h. Alors, si moi, je me mets à aller à 10 km/h, bien, je vais prendre de l'avance sur lui. Et quand je vais arrêter ou ralentir, eh bien, il va me rattraper. Eh bien, c'est un merveilleux outil pour ça.
Et là, je vais le retirer. Est-ce qu'on a d'autres types de pages qu'on peut faire afficher? Tu peux avoir des commandes musicales si jamais tu es sur une activité où est-ce que tu veux contrôler la musique sur ton téléphone ou même la musique qui se retrouve dans ta montre. Si tu as une montre qui est compatible avec ça, que tu as un casque d'écoute de branché, bien, tu pourrais contrôler ta musique ici. Ensuite de ça, on peut avoir l'horloge, donc tout simplement l'heure. Si on retourne en arrière à la page d'accueil avant de démarrer une activité, on peut appuyer sur la flèche du haut pour accéder aux options. Et là, ici, on peut se fixer un objectif. Donc, est-ce qu'on veut se fixer un objectif de distance uniquement? On pourrait dire que je veux un objectif de 5 km, par exemple, et là, la montre va m'aviser une fois que mes 5 km vont être faites. On pourrait aussi l'avoir pour une distance en temps. Donc, par exemple, j'ai 100 km à parcourir aujourd'hui en 10 heures, ou je veux faire, on peut l'exprimer d'une façon différente, je veux faire 100 km à une vitesse moyenne de 20 km/h, bien là, je pourrais aller le paramétrer là aussi. Donc, si je mets distance et temps, je vais dire que je veux faire, par exemple, 20,5 km et je veux faire ça en 8 heures, 15 minutes et 20 secondes, par exemple. Voilà, ça va me dire que je vais devoir aller à une vitesse moyenne de 2,5 km/h pour faire mes 20 km et demi en 8 heures et quart. Donc, accepter, et là, je me retrouve avec ce fameux graphique-là. Ça va m'indiquer où est-ce que je me trouve par rapport à mon fantôme qui va toujours à la même vitesse. Je retourne dans les options. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être intéressant aussi. On peut se mesurer à une activité. Donc, à partir de l'historique, vendredi, j'ai fait une activité qui m'a amené sur 4,77 km, où on peut retourner à une autre activité. Disons, le 15 mai dernier, j'ai fait une activité sur une montagne. J'ai parcouru 17,77 km en 7h45. Donc, si je retourne faire exactement la même montagne, eh bien, je pourrais aller partir cette activité-là. Et là, ça va faire en sorte que mon fantôme va aller à une vitesse constante. Ça n'ira pas à la même vitesse que j'allais la dernière fois, mais ça va me démontrer où est-ce que je suis rendu par rapport à mon fantôme s'il allait à une vitesse constante. Tu n'es pas obligé d'aller exactement au même endroit. Ça va faire un peu la même chose. Ça disait quoi? 17,7 km en 7h30. Donc, le fantôme va aller à une vitesse constante pour remplir cette vitesse-là. Mais ça peut être intéressant si on va exactement au même endroit. C'est une belle fonction pour faire une course contre la montre. Randonnée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Paramètres de randonnée, on a les écrans de données, des alarmes. Si tu veux ajouter une alarme de vitesse, donc si tu atteins une vitesse trop élevée, ça va t'indiquer que hey, ralentis un peu, ou si tu veux te motiver et que tu te mets à aller trop lentement, ben là, ça pourrait dire hey, tu vas trop lentement, allez, va plus vite. Tu peux avoir des alarmes par rapport à ajouter nouveau. Par rapport à ta fréquence cardiaque, au temps, la distance, la cadence, les calories, l'altitude et la proximité. Donc, si tu es à proximité d'un point, on pourrait dire, tu es rendu à 5 km de la maison. Pip, 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 pip. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. On a ensuite les modes d'alimentation. Donc, par défaut, ça va consommer au maximum. Et avec une batterie pleine, ça donnerait 59 heures de batterie. Mais si on y va dans un mode plus tranquille, si on coupe les pulsations cardiaques, on y va avec un GPS un peu moins précis, on désactive quelques fonctions, ben on pourrait aller chercher 120 heures de batterie. À déterminer avant de démarrer ton activité, voilà ce qui est important pour toi. Tu peux t'activer une alerte de batterie faible. Métronome, c'est une option qui va biper à un rythme constant. Si tu veux garder un pas, je ne sais pas si tu veux faire un pas par seconde ou 2 pas par seconde, 1 pas et demi par seconde, ben là tu pourrais avoir un bip constant qui va t'aider à te dire je dois poser le pied droit à chaque bip.
La carte, tu peux configurer la carte, tu peux choisir le type de carte que tu vas voir, si tu veux faire du ski, si tu vas avoir une carte topographique ou le thème de la carte. Essaie-les, vois les cartes que tu préfères. Définir un itinéraire. Lorsque tu vas naviguer avec la carte, ça va se fier sur le type d'activité que tu as sélectionné. Donc, est-ce que tu fais de la course, de la randonnée, du vélo tout-terrain? Est-ce que tu te promènes sur des chemins de gravel? Est-ce que tu fais du vélo de route, de la moto? Est-ce que tu es en auto? Donc, ça va te mener sur les bonnes routes selon l'activité que tu es en train de faire. Itinéraire populaire, ça va, en se connectant à Garmin Connect, utiliser les routes les plus populaires par les personnes qui font le même type d'activité que toi. Si tu as un parcours que tu as prédéterminé sur Garmin Connect, eh bien, là, tu vas aller pouvoir le suivre. La méthode de calcul, donc, est-ce que tu veux un trajet qui va te réduire la distance ou le trajet qui va aller le plus vite ou le trajet qui va faire le moins d'ascension? C'est à ton choix. Contournement, donc si tu veux éviter les routes sans revêtement, les traversiers ou si tu veux éviter les endroits étroits, les sentiers étroits. C'est toutes des options qui sont disponibles. Est-ce que tu veux faire des tours automatiques? Ça, c'était activé pour moi au début et je trouvais ça un peu fatigant. Donc, quand c'est activé, tu vois là ici, à toutes les 1,61 km, ce qui est 1 000, ça me faisait un lap et je trouvais ça un peu désagréable. Mais si tu veux l'activer et à être averti à toutes les 1,6 km ou 5 ou 10 km, c'est comme tu veux, tu peux l'activer. Ça va te dire combien de temps ça t'a pris pour faire 1,6 km à toutes les fois que tu fais 1,6 km. Moi, je le désactive. Pause automatique, si jamais tu t'arrêtes et que tu arrêtes de bouger, ça peut mettre ton activité en pause automatiquement. Personnellement, je le laisse toujours compter. Climb Pro, c'est une fenêtre qui va te permettre de mieux t'adapter aux pentes qui s'en viennent, mais je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. Et on a aussi l'ascension automatique. Ça, c'est vraiment génial. Je vais permuter vers mon activité de vélo parce que je l'utilise à vélo. Et tu vois, si je m'en viens dans les paramètres de vélo sur l'ascension automatique, eh bien là, tu vois, à chaque fois que je monte à 450 mètres à l'heure et plus, ça fait en sorte que ça va m'envoyer, tu vois, si je suis sur mon écran de course, donc quand je suis à l'horizontale, ça va m'amener sur cette fenêtre-là qui m'indique la fréquence cardiaque, ma vitesse et la distance. Et quand je suis en ascension, donc à 450 mètres à l'heure et plus de dénivelé, ça m'envoie sur cette fenêtre-là qui me donne plein d'informations sur de l'ascension. Donc à chaque fois que je me mets à monter, ça change automatiquement. Et ça, vraiment, c'est une fonction qui est géniale. Ici, je peux déterminer à partir de quelle vitesse est-ce que ça va s'activer. Donc, si par exemple, je voudrais que ça se fasse à partir de 420 mètres à l'heure, eh bien voilà, maintenant, à partir de chaque fois que je vais aller à 420 mètres à l'heure et plus, ça va basculer. Si tu veux que ça change plus rapidement, lentement ou rapidement, c'est à toi d'essayer pour voir qu'est-ce qui te convient le plus. Voilà, tu veux sélectionner les GPS que tu veux utiliser. Tu peux renommer l'activité. Ouais, voilà, c'est pas mal les options que j'utilise sur ma Garmin Tactics sur mes entraînements lorsque je démarre une activité. Et voilà, maintenant c'est à toi de jouer avec ta montre et de la configurer comme tu le souhaites pour l'utiliser comme bon te semble. Et je suis pas mal certain que tu vas réussir à faire quelque chose d'à ton goût avec ta montre, avec toutes les informations que je viens de donner. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici.
Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!